on était appuyé aussi avec la société civile. Fait président Malumalu. Il nous a appuyé, il dit que non, on ne peut pas accepter des listes comme ça. Et nous savons que nos amis ici sont des marionnettes des agresseurs. Ça, c'est noté dans le rapport de Sun City. Nous ne pouvons pas accepter que le MLC amène la liste comme ça, le RCD amène la liste comme ça, et nous savons que le RCD c'est le Rwanda. Et l'UDPS a dit quoi? L'UDPS, qu'est-ce que l'UDPS a dit à l'époque? Non, l'UDPS, il faut qu'on soit honnête. L'UDPS était derrière le RCD. l'UDPS était derrière le RCD quand nous étions à Sun City. l'UDPS était derrière le RCD. Nous, comme on a vécu dans des forums internationaux, dans des réunions stratégiques, nous sommes le berceau, nous incarnons beaucoup de choses de la République. Nous maîtrisons beaucoup de dossiers. Nous sommes des bibliothèques dans ces pays. Alors, cette résolution, nous nous sommes imposés. Nous, on a eu l'appui de la société civile. On a eu l'appui de la composante gouvernement. Il faut qu'il y ait l'identification. On ne peut pas accepter que le MLC amène la liste, le RCD amène la liste, et nous savons que ces gens, ce sont des marionnettes télécommandées par les agresseurs de la RDC. Cette résolution est là. Mais maintenant, le problème se pose, ce n'est pas à Sun City. Vous ne pouvez pas dire que non, le mal congolais réside à Sun City. Non, le mal congolais réside dans l'application maintenant des résolutions. Là, on a adopté des résolutions. Maintenant, nous sommes revenus. Comment appliquer maintenant les résolutions de Sun City? Il y avait les commissions, la commission de suivi de l'accord de Sun City. Et dans cette commission, on nommait déjà, par rapport aux différentes résolutions de Sun City, dans l'application. Je me rappelle, j'ai participé dans des réunions des états-majors. J'ai participé dans des réunions des états-majors services de sécurité. Nous avons posé la question qu'à Sun City, ce n'est pas seulement de ramener la liste. Il était question d'identifier ce que les composantes, les belligérants vont amener. Maintenant, quel Congolais qui avait accepté qu'on puisse identifier? Le mal, l'infiltration réside à ce niveau-là. Ce n'est pas à Sun City. Même les collègues Mchagalousa, qu'on était avec lui à Sun City, il connaît qu'à Sun City, c'est le bonheur, puisque Congo était déjà émietté, puisque la communauté internationale, ils nous ont posé la question que non, il recevait toutes les composantes et entités. Il dit que non, choisissez aujourd'hui la somalisation de la RDC ou bien la RDC. Ça c'est la communauté internationale. La communauté internationale. Vous disiez ça? Oui. Choisissez aujourd'hui la somalisation de la RDC ou bien vous prenez comme ça. Donc, les formules 1 plus 4. 1 plus 4. Donc, il y avait une pression. Ce n'est pas notre conception. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. L'1 plus 4. L'1 plus 4. C'était comme on nous a mis devant un fait accompli. Si vous n'acceptez pas cette formule, c'est la somalisation de la RDC. Quelqu'un qui est à Goma, pour venir à Kinshasa, il passait à Nairobi. Ok? Il passait à Nairobi, à Éthiopie, ainsi de suite. Donc, il y a eu un grand sacrifice, on peut dire, des muséistes et en l'occurrence Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il s'est surpassé. Oui. Maintenant, nous, les disciples des musées, c'est nous qui avons sauvé le dialogue intercongolais. Okay. C'est nous qui avons sauvé Joseph Kabila. Puisque personne au dialogue intercongolais n'a accepté que Joseph soit président de la République. Nous avons dit que non, c'est lui. Comme on avait la force, on avait la force derrière nous. On s'est imposé sur la ligne de front, on a imposé le président Joseph Kabila comme président de la République. Alors, et aujourd'hui, cette résolution sur le brassage nous amène là où nous sommes aujourd'hui, dans l'application. L'infiltration, il faut reconnaître que l'infiltration réside à ce niveau-là.
À ce niveau-là, donc, oui. Il y avait dans la l'application maintenant, voilà. Les composantes, et surtout les belligérants qui étaient appuyés par le Rwanda, les RCD notamment, les RCD et le MLC. RCD, du côté MLC, ça ne pose pas assez de problèmes. Qui a obtenu la vice-présidence et sécurité défense. Ouais. Voilà, effectivement. Alors, Roubert, là, vous avez dit qu'il y a UDP, c'était derrière. Monsieur Mouchagaloussa, vous êtes là, vous avez aussi été à Sun City. Est-ce que la révolution était-elle nécessaire? Alors que déjà, Mobutu s'affaiblissait par la santé, et puis, mais il y avait peut-être d'autres mécanismes pour certainement arriver à une entente que de faire la révolution. Effectivement, le mécanisme, c'est celui-là. Bon, est-ce qu'il faut encore revenir sur Sun City par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Donc, je pense quand même que le Sun City a été un mécanisme qui a permis ou qui a jeté les bases solides pour l'avènement de la République que nous vivons aujourd'hui. Et donc, ni t'était Sun City, effectivement, on ne serait pas en train d'avoir la RDC dans sa configuration actuelle. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et Sun City a servi de base pour l'unité nationale, mais également, Sun City a finalement consolidé ces sentiments de patriotisme, ces sentiments de nationalisme et ces sentiments de voir les Congolais les vivre ensemble. Il faut reconnaître quand même que Sun City a consolidé la cohésion nationale. Ça, il ne faut pas les cacher parce que accepter, et ça c'est Joseph Kabila, il faut le reconnaître, quand il venait de prendre le pouvoir, je venais de dire qu'il y avait le dialogue qui était lancé par M. Laurent Désiré Kabila avant, qui était sur Libreville, mais avant évidemment c'était Lusaka. Et face à cette situation, il n'y avait pas un autre mécanisme que de faire ces dialogues-là pour permettre à ce que les gens puissent faire la cohésion nationale, pour qu'on puisse souder les différentes parties qui étaient déjà sous la gestion des différents belligérants, mais également pour créer ce sens d'unité et de nationalisme au niveau du pays. Ça, ce sont les acquis. Mais également, il faut reconnaître que Sun City a permis de faire la refondation de l'État, où on a eu quand même la constitution de la transition, où on a décidé sur les référendums, où on a mis l'architecture des institutions de la République, les gouvernements, les institutions d'appui à la démocratie, le parlement de transition et tous ces éléments-là. Mais ça découle de quoi? Ça découle effectivement de cette révolution-là que Mouzé avait initiée à l'époque. Et ce qu'il faut se poser comme question, comme vous venez de le dire, est-ce que c'est important de faire la révolution? Moi, je vais parler des faits. Généralement, comme acteur de la société civile, je n'aime pas faire des analyses personnelles liées à mon point de vue, mais je préfère parler des faits qu'on me rencontre sur les faits. Mouzé, effectivement, il était dans le Kivu. Il avait vu comment est-ce que les pays étaient gouvernés. Il avait vu une dictature mobutienne qui était en train de qui avait déjà pris racine. Et les pays en tant qu'État, en tant que république, d'ailleurs, on peut dire que ça n'existait plus. La gestion de Mobutu, on sait que c'était basé sur le tribalisme, où il y avait seulement les gens d'un seul clan, les Ngwandi qui étaient dans l'armée. Et donc, c'était un élément que les gens dénonçaient déjà. Tout le monde était déjà frustré par le fait de voir qu'il y a une seule tribu, qui est dans l'armée et qui donnait des injonctions aux autres. Ce qui fait que même les militaires n'obéissaient plus à ces généraux qui étaient d'une seule lignée, des Ngwandi qui étaient plus des ressortissants de l'Équateur. Et à ce moment, ça a créé des intégrations au niveau de l'armée, et ce qui a permis à Laurent Désiré Kabila d'avancer. Ça, c'était un élément. Il y avait également un élément qui était basé sur la dictature. La dictature, Mobutu faisait tout ce qu'il veut, personne ne pouvait soulever un petit doigt. Et il y a eu un courage. Et il faut reconnaître quand même que M. Laurent Désiré Kabila, il a pris le courage au risque de sa vie pour dire non, on fait la rébellion, on fait la révolution, on va libérer le pays parce que ça n'est trop. Il y avait la mégestion qui était de plus en plus criante. Il y avait les fonctionnaires de l'État qui n'étaient plus payés à la date qu'il faudrait qu'ils soient payés. Il y avait la scolarisation des enfants qui était de plus en plus difficile. Nous parlons de cette question de tribalisme au niveau de l'armée. Touché $20. Un professeur sous Mobutu. Voilà. Donc, le professeur touche l'argent, mais il n'est pas en mesure de scolariser les enfants. Il y avait des années blanches, il y avait des grèves du jour au lendemain. Il y avait, je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit sur ces plateaux, les gens ne tirent pas beaucoup d'attention. Il y avait la question des droits de l'homme.
qui pesait trop sur les violations graves, flagrantes et massives des droits de l'homme sous le régime de Mobutu. Et la communauté internationale des questions concernant les droits de l'homme, on ne badine pas avec ça, puisque c'est la vie, c'est la dignité de chaque être humain, de chaque être vivant. Quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de la dignité humaine, on n'a pas de couleur, on n'a pas besoin de savoir que Kilolo, c'est le plus beau garçon de Télé 50 mannequins, que mon frère Carlos, que Dieudonné, que Cosco. Non, on voit la personne dans sa dimension, dans son image. On n'a pas besoin de telle ou telle couleur ou telle appartenance. Et quand on se lance sur cette lancée-là, c'est la communauté internationale qui revient. Et donc, voilà des éléments qui ont permis à M. Laurent Désiré Kabila de pouvoir créer cette révolution et de bénéficier de l'adhésion populaire de la population. Et dans son schéma, M. Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a quitté ce qu'on appelle la démocratie représentative pour entrer dans la démocratie populaire. Et Mouzé respectait le peuple. Mouzé respectait la volonté du peuple. Mouzé voulait toujours écouter ce que dit le peuple. Mouzé n'était pas dans la répression. Je m'excuse, j'aimerais que quelqu'un me donne des éléments où Mouzé a réprimé une marche, où Mouzé a réprimé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le jour de sa présentation de serment, les militants de l'IDP se chantaient autour du stade. Voilà, donc je suis en train de parler des faits, mon frère David. Donc, et Mouzé, quand il arrive à Bukavu, comme je viens de le dire, puisque c'est Bukavu qui a constitué, qui est comme, comment il faut dire, tendon d'Achille pour le pouvoir des musées, puisque c'est d'ailleurs le Kivu qui a donné plus d'enfants dans l'armée. C'est le Kivu qui a donné les premiers militaires qui, avant qu'on arrive à Kindu, prendre Kisangani, Lubumbashi, et tout le reste, tout est parti du sud Kivu. Et il faut féliciter les patriotes d'Ouvira qui ont donné des enfants, plus après Bukavu. Mouzé, quand il arrive à Bukavu, il instaure la démocratie populaire. C'est-à-dire, pour que tu sois gouverneur, il appelait les gens. Et quand il appelait les gens, il demandait aux gens, vous voulez que... Qui doit être votre gouverneur ici dans cette province? Les candidatures venaient et vous voyez qui est populaire, qui est porté plus par la population. Et c'est comme ça que vous avez vu qu'il y a eu des professeurs. Avant, les professeurs Bichkwabo, c'était trois personnes que je ne veux pas citer sur ce plateau, mais qui avaient désisté. Finalement, on va prendre Bichkwabo comme le tout premier gouverneur de M. Laurent Désiré Kabila, élu. Élu? Oui, sans contestation. Sans fraude. Sans fraude. Il a été élu main levée ou bien élu main levée. C'est ça que je parle de la démocratie populaire. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de tricherie. Vous n'allez pas contester quelqu'un, ni de gabegie financière, parce qu'il y avait également un mécanisme de contrôle du pouvoir où il n'y avait pas de détournement. Je vais y arriver. Donc, quand vous voyez, Mouzé était légaliste et il a respecté la volonté de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire un tableau d'analyse, je parle des faits, est-ce qu'aujourd'hui la volonté de la population est respectée par rapport à ce que nous venons de vivre? Je ne sais pas d'ailleurs comment... Voilà, merci. Alors, on va revenir vers vous, puisque c'est un plateau spécial. Il y a des vidéos. Alors, on va nous balancer la première vidéo. On va suivre et puis on revient. On va revenir pour certainement poursuivre des très belles analyses. Merci à Moucha Galoussa, à Carlos Mpili ainsi qu'à M. Cosco. On va suivre. Voilà, M. Moussa Galoussa. Voilà. Je suis en train de dire des valeurs que nous avons incarnées. Donc la première des valeurs, c'était ce respect de la volonté de la population. La démocratie populaire, éviter tout ce qu'il y a comme tricherie et tout et tout. Le deuxième élément qu'il faut signaler, Mouzé n'était pas dans la gabégie financière, dans des détournements des deniers publics. La preuve est qu'il y a des ministres qui ont été arrêtés à l'époque de Mouzé, les ministres des Finances, ou à l'époque... bon, je ne parle pas que... Je suis en train de dire que je ne peux pas faire un tableau comparatif. Mais les téléspectateurs et nous tous, nous pouvons tirer des conclusions. Les ministres des Finances, à l'époque, c'était Finances, Budget, Économie. C'était trois ministères combinés. Alors, il y a eu des suspicions dans des rétrocommissions. À l'époque, il y a eu seulement des suspicions. Pas de cas de... surfacturation. Pas de cas documentés, pas de cas vraiment des suspicions. Et Mouzé n'a pas toléré ça parce que Mouzé avait toujours l'habitude, j'ai cette phrase quand même de dire Mali ya Ouma. Donc la richesse du peuple. La richesse du peuple, l'argent de la population. Donc il ne faut pas y toucher. Et on a vu qu'il a été mis en prison. Il y a eu également l'ancien gouverneur, je crois, du Maniema qui a été mis aussi en prison. Il était, je crois, ministre des communications. Donc voilà, donc Mouzé n'était pas
il respectait la volonté de la population. Musée n'était pas dans des gabégies et dans des détournements. Il donnait des leçons pour ça. Musée avait un sens élevé du patriotisme. C'est-à-dire, le patriotisme, il disait toujours aux gens, ne jamais trahir le Congo. C'est-à-dire, il voulait qu'on puisse nous léguer un patrimoine commun. Que chaque Congolais, que chaque citoyen, chaque être vivant, chaque descendant de pays, chaque personne qui s'est retrouvée sur ce territoire depuis l'indépendance puisse s'approprier la RDC comme un bien commun. Et ne pas croire que non, la RDC appartient à une certaine classe qui peut décider sur la vie des uns, qui peut décider comment se partager les butins, qui peut se décider comment faire ceci, comment faire cela. Donc, on devrait avoir cette dimension de savoir qu'on a un patrimoine commun qui appartient à l'ensemble de la population congolaise et non pas à une classe déjà favorisée. Musée avait l'essence de la dignité humaine. L'essence de la dignité? Oui, l'essence de la dignité humaine. La preuve est que les militaires qui venaient d'entrer dans l'armée, je me rappelle, je suis témoin vivant à Bukavu, un militaire, on lui paye $100. J'ai vu comment est-ce que les Kadogo, évidemment, les professeurs Moupili étaient encore Kadogo, ils sont partis au marché, ils ont acheté des matelas et les militaires mangeaient très bien, ils vivaient très bien. Et ce qui les a renforcés dans les combats, dans l'engagement pour le pays, dans la protection de la nation, dans la défense de l'intégrité territoriale. Et donc, vous avez, il a restauré la dignité des militaires. Et même ici à Kinshasa, quand on est arrivé après le dialogue intercongolais, puisque quand j'ai quitté Sun City, je ne suis plus rentré à Bukavu, je suis venu directement à Kinshasa, on sentait comment est-ce que les militaires avaient même l'ascendance dans la vie quinoise, comme on peut le dire, plus que les civils même. Les militaires étaient devenus une fierté et ils pouvaient acheter de la bière à quelqu'un, ils pouvaient te payer les transports quand tu vas lui rendre visite parce qu'il y avait beaucoup de mes frères, beaucoup de nos frères qui étaient dans l'armée. Quand tu pars de saluer, tu vous sépares avec lui. Les militaires touchent dans sa poche, ils te donnent l'argent de transport. On a vécu ça avec Musée. Nous avons vécu ça. Nous avons vécu comment est-ce que les enseignants, ils étaient payés à la banque. Et la bancarisation, ce n'est pas un fait récent. C'est Musée qui avait instauré ça. Moi, je me rappelle, j'étais enseignant avant de continuer mes études universitaires. Je venais de prendre les 2 mois de salaire et j'ai pris l'argent à la banque. Donc, ce sont des éléments que nous avons vécu avec Musée Laurent Désiré Kabila. Donc, il y a autant d'éléments qu'il faut considérer. Nous savons ce qu'il a fait des services nationaux, où il voulait l'autosuffisance alimentaire. Puisque les Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Congolais n'est pas compliqué. Et Musée a su savoir la mentalité de la population congolaise. C'est pourquoi je pense, je peux m'hasarder d'affirmer que parmi tous les 5 chefs d'État que nous avons aujourd'hui, je pense que la personne qui a été la plus aimée en tant que président de la République, c'est Musée Laurent Désiré Kabila par rapport... Je m'hasarde, je l'ai dit personnellement, parce que quand vous regardez même comment est-ce qu'on l'appellerait, comment est-ce qu'on l'aimait, comment est-ce que la population était proche de lui, quand il a instauré le type de cantines populaires, où il a stabilisé les prix et les francs congolais avaient de la valeur. Les dollars, là, d'ailleurs, les gens n'en avaient plus besoin. Donc, il avait mis en place la monnaie, les francs congolais qui avaient beaucoup de valeur. Donc, il a fait une économie forte du pays. Et ça, on le doit à Musée, qu'on le veuille ou pas. Quand il a mis les services nationaux, il n'a pas recruté des personnes... les termes, je ne veux pas utiliser un terme plus fort, je suis devant les caméras à la télé. Musée a sélectionné des hommes dignes, des jeunes valeureux qu'il a envoyés pour les services nationaux. Et il a équipé les services nationaux. Nous avons vu des vivres qui étaient produits par les services nationaux. Kanyamakasi, ce qui est arrivé ici, on avait des cantines populaires dans chaque quartier, dans des conteneurs, et chaque citoyen, chaque Quinois pouvait aller acheter et manger à sa faim. Donc, Musée avait cette intention-là de faire de l'autosuffisance alimentaire un cheval de bataille pour permettre le développement du pays. Et un autre élément, Musée avait le sens de ce qu'on appelle la souveraineté du pays. Musée ne lésinait pas des moyens, ne lésinait pas d'utiliser son pouvoir étatique pour pouvoir dire à d'autres pays, à d'autres chefs d'État ou à des chefs de gouvernement ou même à des représentants
régionaux, s'il faut dire ainsi que non, la RDC reste un pays qu'il faut respecter. Musée, vous ne pourriez pas les voir aller trimballer dans des ambassades ou être à la traîne d'un ambassadeur ou de qui que ce soit. Non, Musée avait la dignité et l'essence incorporée du pouvoir. Et donc, Musée a donné de la valeur, a donné de l'importance à cette fonction du chef de l'État à l'époque. Et nous avons vécu tout ça. Et donc, voilà autant d'éléments que... Autant d'éléments. Moi, personnellement, je ne fais pas des analyses, mais je parle on va y revenir. Que j'ai vécu par rapport à ces grands hommes, à ces grands soldats du peuple. Le troisième tour de la table, on va suivre encore la vidéo. Mais déjà, la question, c'est celle de savoir, M. Carlos Moupili va répondre, parce qu'on a vu la première vidéo où le feu Étienne Tshisekedi a parlé, il dit que c'est la mort d'un dictateur. Il faut vraiment qu'il y ait maintenant l'ouverture. Et que lui, déjà, il s'est présenté comme candidat à la présidence. Donc, le régime des musées, c'était un régime autocratique. Vous allez répondre. On suit d'abord la vidéo, puis on revient. N'avancez pas, s'il vous plaît. Touche pas. Touche pas. Voilà, Carlos Moupili, vous avez Laurent Désiré Kabila beaucoup plus misé sur la jeunesse. Évidemment. Parce qu'on voit, ce sont des jeunes, même Joseph Kabila Kabange était jeune. Quand vous voyez Joseph Kabila à 25 ans, quand il est commandant des opérations pour la ville de Kisangani, après il sera... il a été nommé commandant forces terrestres à 26 ans. Et quand mon père va décéder, il a 29 ans. Vous voyez Didier Moumingi, de Kasaï occidental, il était gouverneur à moins de 25 ans. C'est-à-dire que Mouzé a travaillé avec des jeunes parce qu'il avait une vision. Vous voyez, il nous a répété, on était trop jeunes, mais il savait que nous aurons, la guerre sera longue et qu'il faut miser sur la jeunesse. Et tout bon leader doit avoir créé sa propre classe politique. On ne peut pas travailler avec des divorcés politiques, sinon ça n'aura pas de sens. On dit que c'était un régime autocratique. On a même suivi Étienne Tshisekedi le dire quand on a suivi la première vidéo. Oui, si Papa Étienne Tshisekedi qualifie Mouzé de dictateur, bon, ça dépend des logiciels. Vous savez, il y a des paradigmes intellectuels qu'on peut qualifier tel régime dictatorial ou quoi. C'est que lui, pour Étienne Tshisekedi, le fait que Mouzé suspende le parti politique, c'est qu'il n'y a plus la démocratie pluraliste. Lui, il était de l'école de la démocratie pluraliste. Heureusement, le fils de Mouzé, Joseph Kabila, il a ouvert la démocratie pluraliste, et aujourd'hui on a plus de 1000 partis politiques qui ne nous font que des bruits. Alors si vous prenez maintenant 1000 partis politiques avec la démocratie pluraliste et les comparez avec le service national qui avait comme mission de créer 31 centres, c'est-à-dire 3 centres par province
plus un centre à Menkao, ce qui fait 31, vous verrez que les Congolais ou le peuple congolais a besoin de manger. Le peuple congolais n'a pas besoin des partis politiques. Donc, Mouzé, pour lui, il appliquait la démocratie populaire, donc la démocratie directe, avec les comités des pouvoirs populaires, où les décisions devraient venir de la base. Donc, c'était deux approches différentes. Mais aussi, il faut savoir que si l'AFDEL a eu à avancer rapidement, c'est le travail de l'UDPS, le travail de Papa Etienne Tshisekedi, qui a affaibli la force de Mobutu, c'est-à-dire la dictature de Mobutu à l'interne. Et quand nous on avançait, c'était sous la bénédiction de Papa Etienne Tshisekedi, qui avait même dit dans son interview que Kabila et moi, nous voulons la même chose, c'est-à-dire chasser la dictature. Mais seulement nous avons deux méthodes différentes. Et c'est clair. Tshisekedi ou Moulumba, il ne pouvait pas supporter le maquis. Lutter comme maquisard, lutter dans une révolution armée, c'est la plus forte. Vous voyez les combattants de l'UDPS, ils sont là, ils sont prêts à brûler des pinets, à faire des marches, mais recrutez-les d'aller combattre à Beni ou bien contre l'M23, ils ne seront pas capables. C'est facile de dire que nous, je suis combattant, régime. C'est facile de le dire derrière les micros, mais pas au front des batailles. Donc ça, c'est ça. Mais autre chose, je voulais revenir sur un peu Sun City. Parce qu'il faut qu'on se complète. Sun City, oui, ça nous a donné les institutions, ça nous a donné la paix. Mais s'il faut mesurer les prix que nous avons payés, les prix est très lourd. Parce qu'avec la paix de Sun City, il y a les choses qu'on ne dit pas. La guerre du RCD, du MLC, donc la guerre d'agression, c'est parce que Mouzé avait refusé de signer deux accords. Il y a l'accord de Tenke Fungurume, les mines, les contrats. Ça disait quoi l'exploitation des mines, la réserve là, de cobalt de Tenke Fungurume. Mouzé a dit non, je n'accepte pas. Il y a eu l'exploitation des mines de Saramabila, avec là où Bandro exploite aujourd'hui. Ça, ce sont les deux contrats que Mouzé avait refusés. Et avec la multinationale AMFI, American Mineral Field Corporation, qui avait soutenu l'AFDEL, et cette entreprise, aussi cette multinationale, a soutenu la guerre d'agression. Et ça, c'est les prix sur le plan économique. Et quand Joseph Kabila, président de la République, revient dans la révision du code minier, il est vivant parce que les dieux de Kimbangu, Lumumba et Mouzé Kabila est encore debout. Vous voyez comment le code minier a suscité la haine contre Joseph Kabila par les multinationales. Donc, ça c'est un. Mais dire que ce n'était pas Lucie, non, je ne crois pas. Moi, j'étais du côté de l'armée. Mon frère aussi, il était de notre côté. C'est que Mouzé, quand on est agressé, il dit la guerre sera longue et populaire. Ce n'est pas des mots français. Pour nous qui avons fait la révolution armée à haut niveau, on connaît ce que cela veut dire. Cela veut dire toute guerre révolutionnaire et toute guerre longue et populaire à trois niveaux. Premier niveau, c'est la guerre des partisans. C'est ce que Mouzé dit. Tout le monde avec les moyens de bord, défendez-vous. C'est ce que les Kinois ont fait partout. Et les Maïmaï, ils prennent tout avec des flèches, des machettes, et ils se sont défendus. Et après, Mouzé recrutait les jeunes volontaires, et il est passé vite à une formation accélérée de 90 jours. Et il est jeté au front dans une manœuvre défensive, c'est-à-dire pour stopper l'avancée de l'agresseur. C'est là on passe à la deuxième étape qu'on appelle guerre de position. Et après, Mouzé, il devrait maintenant former une armée pour passer maintenant à la guerre de mouvement, c'est-à-dire des manœuvres offensives. C'est la 10e brigade où nous sommes allés à Moura former, où nous étions encore formés, c'est ma dernière unité d'ailleurs, dans la force terrestre, par les Nord-Coréens. Et cette brigade, vous connaissez les espoirs, comment elle a fait pleurer l'armée de Jean-Pierre Bemba du MLC. Donc, et à part ça, il y a eu 2 brigades qui étaient encore formées par les Nord-Coréens, à Kibomangu. Il y avait 500 jeunes officiers qui étaient formés encore en Sélé par les Nord-Coréens.
Et il y avait encore deuxième lot des officiers qui étaient aussi préparés pour être formés à Khartoum. Donc, Mouzé avait déjà une vision qui, dès qu'il pouvait terminer avec 5 brigades, avec les commandements de nouveaux officiers qui ne pouvaient pas être achetés par l'agresseur, être corrompus, on pouvait passer par des manœuvres offensives. Comme il y avait déjà de Maïmaï qui déstabilisaient déjà à partir des fusils, on allait déjà les larguer à partir des fusils, attaquer par derrière. Et il y a eu, notre ambassade avait fait un bon travail à Dar es Salaam, où on a récupéré toute une cargaison des armes du RCD. Le RCD était vraiment coupé. Donc, il y avait la possibilité. Moi, j'étais encore officier et pilote. Il y avait un projet de former pas moins de 250 aviateurs. Donc, on avait des avions de chasse. Mouzé a laissé plus de 50 hélicoptères, 1024. On a acheté des chars de combat de fabrication 1998. C'est-à-dire, première expérimentation, c'est à Poitou, avec de laser. Donc, on avait un armement de haut niveau et je pense qu'on pouvait toujours résister. Parce que il faut toujours résister. Et voilà. Voilà. Vous avez posé la question sur sa mort. Oui, c'est ça. Bon, ça fait mal, ça. On revient. On va revenir, on prend l'autre vidéo. On va prendre la vidéo de M. Laurent Désiré et Kabila et puis on va revenir. Mes impressions devraient être celles que je trouve ici dans votre chef. J'ai demandé au chef de l'État, lorsqu'il était de passage par ici il y a 3 jours, qu'il repasse par ici, passer avec nous 24 heures et rencontrer ses frères. Vous savez que le chef de l'État a eu l'occasion déjà de passer par Bruxelles, de passer par Rome et de passer par Paris. Il est resté finalement qu'il passe par Londres où il y a une forte communauté congolaise. Nous avons eu contact avec les hôtesses et les membres d'accueil. Le chef de l'État sera placé dans la salle d'attente où l'ambiance est vraiment chaude. Tout le monde d'une joie exceptionnelle parce que c'est la première fois que Mouzé foule le sol anglais où la première fois il aura la possibilité de rencontrer la grande communauté révolutionnaire de Londres qui a toujours soutenu les efforts du chef de l'État. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de l'entendre lui-même en train de nous parler, de nous enseigner un peu sa vision politique pour enfin le développement de notre pays. Mais il y a eu cette curiosité-là. Ah, voilà les jolies filles dont je vous parlais. Mais si je peux revenir, il y a eu cette joie-là a fait que nous sommes arrivés à l'ambassade, comme vous l'avez dit, très tôt le matin, et on a attendu le chef de l'État avec joie. À aucun moment je sentis le peuple se décourager, surtout quand on a confirmé que le chef arrivait, tout le monde était prêt à le recevoir, même à minuit, on allait rester là pour l'accueillir. Nous voyons le chargé d'affaires, M. Henri Souana, devant l'avion, la délégation présidentielle qui descend et ses conseillers, le responsable de protocole. Dans quelques instants, vous verrez le chef de l'État fouler pour la première fois le sol britannique. À tout moment, nous ne cessons de répéter que nous ne pouvons pas suivre ce que les agences extérieures nous disent. Nous devons chercher l'information. Parce que nous voyons là-bas, il y a quand même certaines personnes que nous n'avons pas vraiment l'habitude de voir. Si vous pouvez nous dire comment ils se sont organisés et à quelle heure ils étaient là-bas. Oui, mais comme vous le savez, il faut faire la différence entre une visite officielle et une visite. Il y a eu les hommes d'affaires installés à Londres, il y a eu la presse et la délégation de l'ambassade avec quelques membres des autres organisations. C'est à peu près combien de heures pour atteindre la ville de Londres à partir de Gatwick, monsieur le directeur général? Je vous dis, quand vous êtes à Gatwick,
Voilà le chef de l'État qui sort, il est là, l'homme de l'unité, notre rassembleur, il est là, il cause avec son responsable de protocole, il est en train de descendre. J'aimerais voir vraiment le premier pas de M. Kabila à Londres. Ben voilà, il est là. Mais il paraît que le chef de l'État est très tendu, il a l'air très content, monsieur. Mais vous le voyez, il est jovial, notre président. Qui était dans le parage là, le fille d'honneur là, parlait à quelle langue? C'était en anglais ou bien en français? Oh oui, elle parlait en anglais. Et vous savez que le président parle parfaitement anglais. Il répondait en anglais et toutes ces... nous sommes en Angleterre et toutes ces causeries privées, oui, et il ne peut pas passer par ces organisations protocolaires. Contrairement à ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'arrivée du chef de l'État, les services spéciaux anglais, tout cela était quand même au courant que le président de la République venait. C'est tout à fait normal. Il y a un service, vous dites spéciaux, et des services spéciaux, ils sont obligés d'aller savoir. Ils sont obligés, je dis bien. Ils savaient que le chef de l'État allait être là. Mais il y a, comme j'ai dit, la différence entre la visite officielle et la visite privée. D'ailleurs, vous le savez, voilà, nous sommes déjà à la salle d'attente. Le président est accueilli par le chargé du ministère des Affaires étrangères du gouvernement anglais. Il entre dans la salle d'attente. Si je reviens, c'est pour vous dire que... Voilà, merci beaucoup. Alors, Carlos Moupili, vous parlez parce que là, je dois vous libérer. Je vais rester avec M. Kosco ainsi que M. Dieudonné Moussagalosa. Alors, vous étiez en train de parler encore des acquis des musées, aussi de la mort du musée Laurent Désiré Kabila. Pour les acquis d'abord des musées, il faut dire d'abord que l'AFDEL avait 3 missions. La première mission, c'était libérer le pays de la dictature sanguinaire. Cette mission a été accomplie le 17 mai. Deuxième mission, c'était la démocratiser les Congos. C'est ce qui s'est fait à chaque province conquise. On organisait les élections et avec le CPP, on a restitué les pouvoirs entre les mains du peuple. Et après sa mort, son fils Joseph Kabila, il nous a amenés dans les cycles électoraux. Voilà. Troisième mission, c'était la reconstruction du pays et son développement. Cela a commencé, mais malheureusement, ça a été interrompu avec la guerre d'agression. Mais il faut signaler que beaucoup d'œuvres des musées sont encore vivantes, comme le marché de la liberté, quelques boulevards. Et quand vous évaluez le prix, c'est moins cher parce qu'il n'y avait pas de rétrocommission, il n'y avait pas de surfacturation. Musée, c'était vraiment un père pour nous. Comme Diego le disait, que si j'ai fait plus de 5 centres, c'est parce qu'on ne pouvait pas se fatiguer d'apprendre. Et qu'une récré, je me rappelle, quand on est récré dans un centre, on mangeait 3 fois par jour. Et même moi, ma première fois de manger un poulet seul, c'est dans l'armée, quand je suis devenu Kadogo. Il nous a formés qu'aujourd'hui, même si on est plus corruptible, c'est parce qu'on a tout eu de lui. Imaginez-vous, vous êtes un jeune libérateur, après avoir conquis une ville, vous avez droit de dormir même dans la chambre, dans le lieu de maréchal Mobutu. Ce que aujourd'hui, on ne sait plus comment on peut encore vous corrompre, parce qu'on a tout vu, on a tout réussi, on a eu tout donc c'est ça. Il nous prêchait le valeur. Il nous disait que vaut mieux, si vous êtes un voleur, il faut cesser de voler. Mais si vous ne pouvez pas cesser de voler, on peut encore vous tolérer de voler les stylos de votre proche, de votre voisin, que de voler les stylos de l'État. Parce que quand vous volez l'État, vous volez un bien qui appartient à tous les peuples congolais. C'est-à-dire, quand on vole aujourd'hui l'argent de l'État, vous volez l'argent qui appartient aux 100 millions de Congolais. Donc, votre sanction doit être lourde. Musée, il n'avait pas besoin de flatteurs. Pendant son règne, il n'y avait même pas de communicateurs. Ce sont ces œuvres qui ont fait de lui un grand homme,
un président le plus aimé. Quand Mouzé rentrait d'Harare, rentrait de Lubumbashi, les Kinois lui étalaient spontanément des pagnes pour les recevoir. Il n'y avait pas un parti politique pour de Mouzé pour aller donner de l'argent aux militants parce que le président va venir inaugurer tout ceci. Donc, c'est les œuvres qui ont parlé et qui ont fait que le peuple puisse l'aimer. Et vous vous souvenez qu'à l'époque de Mouzé, même l'opposition n'avait plus d'ancrage. Parce que tout ce que l'opposition promet au peuple, Mouzé a donné. Et je vous dis, Mouzé a travaillé, il a trouvé le budget de l'État, c'était à 60 à 100 millions de dollars. Quand Mouzé a pris le pouvoir. Des dollars ou bien de vos zaïrs? Des dollars. 60 millions. Oui, parce que les gens parlent qu'on a doublé le budget. Il a trouvé 60 à 100 millions de dollars. Là, il faut demander au professeur Godin Pouilly qui maîtrise bien les chiffres. Mais il est mort en laissant déjà le budget à 300, d'autres disent à 500 millions. C'est-à-dire, voilà, déjà dans 3 ans, Mouzé a trouvé le budget, par exemple, on dit à 100 millions, et il a laissé à 350 millions. Pendant 3 ans. Alors qu'il n'avait ni appui, il n'a pris aucune dette extérieure. Mais avec un budget de 300 millions de dollars, ça recrue manger 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, avec un budget de 5 milliards, de 10 milliards de dollars, de 16 milliards, un officier supérieur, il mange un kamoun de l'obé masokoya dendo. Ça ne se comprend pas. Donc, ça veut dire quoi? Les 300 millions de dollars sous Mouzé comme budget national, il y avait une distribution équitable des richesses du pays, conformément à l'actuel article 58 de notre Constitution. Mais aujourd'hui, nous avons un budget de 5 milliards, 16 milliards, mais il y a 2000 familles qui s'accaparent de 70% de ces budgets, de ces richesses nationales. Donc c'est déséquilibre, c'est ce qui fait que tout le monde veut aller en politique, même s'il ne sera pas voté, il faut qu'il corrompe la CENI pour avoir sa machine à voter, parce que la vie ne se trouve qu'au palais du peuple, au gouvernement et comme mandataire. Mais au temps de Mouzé, les ministres de Mouzé sont morts sans argent. Ils n'étaient pas des hommes riches. Mouzé lui-même, je ne connais pas sa maison. Avez-vous vu du temps de Mouzé, Mouzé donner de l'argent ou ses membres de famille ont de l'argent? Non. Parce que Mouzé vivait de sa liste civile. Donc, voilà un exemple à suivre. Il était opposant, il critiquait la gabegie financière, il critiquait Mobutu d'avoir volé l'argent. Il devient président, lui-même, il prêche par l'exemple. Donc, c'est comme son maître Lumumba, avant le pouvoir, est égal pendant le pouvoir. Voilà. C'est des hommes d'État que nous voulons dans voilà. Merci beaucoup, M. Carlos Moupili. Merci surtout de votre participation. Nous vous libérons. Merci beaucoup. Voilà. Alors, M. Kosko, où vous êtes là, Mouzé est mort dans des conditions un peu inexpliquées. On ne sait pas la suite réservée à ça. Il y a même Medi Kapen qui a été même libéré. Et tout un mystère. Maintenant, vous, en tant que révolutionnaire, et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de cet héritage? Oui, je suis fier de l'héritage de Mouzé. De son vivant, Mouzé m'avait réussi 9 fois. 9 fois. Et il me recevait de 21h à 1h du matin. Pour parler de quoi? De 21h, pas seulement moi-même, pas moi individu, nous étions dans l'équipe. De 21h à 1h du matin, on parlait de la guerre. J'ai senti dans lui un homme d'État déterminé, aguerri. Quand il disait que il y a les uns qui prend sa parole comme un slogan. Il ne faut pas trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Moi, je l'ai vécu en live.
Quand il dit que non, ne jamais trahir le Congo. Il s'adressait à nous tous. Nous étions au nombre de 10. L'état-major particulier, l'état-major général, l'état-major des renseignements, et nous, la délégation qui était venue de l'intérieur. Il avait une détermination, il était sûr de lui-même. Cette détermination-là, il était constant dans son travail. Chez Mzee, dans l'école de Mzee, nous, disciples de Mzee, nous recevons beaucoup de valeurs. Dans lui, on exploite beaucoup de valeurs. Il était au-delà même de ce que les gens comprennent aujourd'hui. Il était au-delà de... Il n'était pas dictateur. Ne jamais trahir le Congo. Mais on dit qu'il était dictateur. On a suivi Étienne Tshisekedi. Il dit qu'il était dictateur. Il fallait certainement l'ouverture démocratique. Oui, dictateur, on ne peut pas refuser. Vous savez, notre pays... Il n'y avait pas beaucoup de partis politiques. Notre pays, il est ce qu'il est. Et quand le président de la République prend une décision pour discipliner, ordonner les choses, les autres vont interpréter mal, comme dictateur. Quand il dit que non, aujourd'hui, au lieu de multitudes de partis politiques, si nous disons que non, ayons même 300 partis politiques. Quelle est l'éducation civique que ces partis politiques donnent à ses membres sur le terrain? Est-ce que les gens ont la cohésion nationale devant un problème? Le pays est agressé. Est-ce que les gens étaient solidaires avec l'agression de l'Est? Pas seulement manifester. Pas seulement manifester. Mais il faut contribuer de descendre à l'Est. Les gens sont assassinés aujourd'hui. On égorge les gens à l'Est. Est-ce que cette cohésion est là? Mais dans Mzee, on sentait cette cohésion. La cohésion sous la dictature? Pas la dictature. Quand Mzee dit que nous sommes agressés, et quand nous sommes agressés, il mobilise la population congolaise. Il mobilise la masse, que nous sommes agressés, et voici l'agresseur. Et voici l'agresseur. Et quand il dit que voici l'agresseur, et les autres, quand il dit que non, c'est un dictateur. Dictateur par rapport à quoi? Si ton pays est agressé, toi tu dis que non, voici l'agresseur, tu es dictateur? Parce qu'il n'y avait pas la multiplicité des partis politiques. L'espace public était vraiment fermé. Et voilà pourquoi même Tshisekedi l'a repris. Non, vous savez qu'il y a des similitudes avec le président Félix. Le président Félix ne porte pas de gants pour dire que non, c'est le Rwanda qui nous agresse. Comme le président, comme Mzee aussi. L'espace politique, à cette époque-là, était ce qu'il était. Pourquoi? Puisque le pays était en guerre. Le pays était en guerre, le vœu du chef de l'État. Ce n'était pas que non, d'être dans l'opposition radicale. Était dans l'opposition contre l'agresseur. On devrait s'opposer contre l'agression. Mais ce qui était le contraire est que même l'opposition les a appuyés les agresseurs qui égorgeaient, qui pillaient le pays. Et voilà pourquoi Mzee a dit que non, ce n'est pas ça l'opposition que nous voulons. La RDC a besoin d'une opposition moderne, une opposition positive qui va s'opposer avant tout de l'agresseur, et le reste dans notre pays, nous allons nous arranger d'une manière interne. Il ne faut pas appuyer les agresseurs. Et maintenant, quand il prend telle décision, les autres interprètent mal. Non, c'est un dictateur. Il n'était pas dictateur. Il n'était pas dictateur. Alors, M. Moussa Galoussa, aujourd'hui, puisque Mzee est parti, qu'est-ce que le régime actuel peut s'inspirer du régime de Mzee Laurent Désiré Kabila? Bon, est-ce que le régime actuel peut s'inspirer du régime de Mzee Laurent Désiré Kabila? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je venais de dire... Qu'est-ce qu'il faut réparer Oui, je venais de dire autant d'éléments là, mais je voudrais quand même mais insister sur la bonne gouvernance. On vient de le dire ici, je pense que je suis
je prends le risque de le dire, hein, que Mouzé était le président le plus aimé parmi tous les chefs d'État que nous avons déjà connus. Oui, je prends le risque de le dire. Le plus aimé. Le plus aimé. Je prends le risque de le dire. Mais lui n'a jamais été élu à 73%. Hein. Oui, effectivement, parce que Mouzé, Laurent Désiré Kabila... Le nôtre a été élu à 73%. Une première dans l'histoire de la RDC. Vous voulez qu'on en parle? Je mets une parenthèse. L'actuel président de la République, chef de l'État, parce qu'il a déjà été élu et confirmé par la Cour constitutionnelle, tout Congolais, tout légaliste doit prendre acte et le féliciter pour ça. Ça, c'est indiscutable comme société civile, comme acteur de la société civile. Il a obtenu combien de voix? 13 millions, quelque chose de voix. 73%. J'y arrive. 13 millions, on parle en termes de voix. 13 millions... autour de 14 millions s'il faut même arrondir. On avait combien d'électeurs? On avait enrôlé 43 millions d'électeurs. Mais sur les 43 millions d'électeurs, aux élections de décembre, on attendait 41 millions d'électeurs en excluant les électeurs de l'horizon 2024, donc les nouveaux majeurs. Ça veut dire, vous avez 13 millions ou 14 millions de voix sur 41 millions de voix, d'électeurs attendus. Quel est le gap? Quel est le gap, David? 13 millions ou 14 millions de voix sur 41 millions. Il y a une différence de combien? Il y a une différence de 30 millions. 30 millions d'électeurs qui n'ont pas exprimé ça. Vous quittez cela, nous sommes dans une population de 102 millions, presque évaluée à 102 millions d'habitants. Quand vous prenez 102 millions, quand vous prenez 42, quand vous prenez 13 millions, les chiffres parlent, je n'ai pas de commentaires à faire. En tout cas, je n'ai aucun commentaire à faire. Je parle comme expert en matière électorale. Le chef de l'État a été élu, c'est confirmé. À 73%. Avec 13 millions, presque 14 millions de voix, même si on peut donc arrondir. C'est qui montre, c'est lui le plus aimé, hein, depuis que la RDC s'est qu'elle on y arrive, on y arrive. Tu m'as dit de placer un mot. Allez-y. Je place un mot, 13 millions, 14 millions de voix, s'il faut arrondir, sur 41 millions d'électeurs attendus, sur 43 millions d'électeurs enrôlés, sur une population de 102 millions, on peut tirer la différence des chiffres et chacun peut les analyser comme il veut. Et c'est pourquoi j'ai dit, et je l'ai toujours dit, j'en profite encore une fois de plus de ce plateau spécial pour dire que le chef de l'État a été élu. Ces résultats pour le moment, même s'il y a ceux qui peuvent le contester, mais il a déjà été confirmé, mais il va y avoir un problème d'asseoir sa légitimité. J'en parle clairement comme acteur de la société civile pour que ceux qui l'entourent puissent travailler sur cette question-là, afin d'asseoir sa légitimité, parce que ça posera problème au regard de ces chiffres. Et donc, vous avez à peu près 30 millions qui n'ont pas voté pour le président de la République, contre 13 millions. Vous avez l'ensemble de la population congolaise. En matière électorale, si vous dégagez les diagrammes, il y a quand même une différence. Si vous prenez la partie de 13, la partie de 42, la partie de 43, la partie de 100, il y a quand même un diagramme. Mais revenons sur Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai dit que c'est le président le plus aimé de tous les chefs d'État que nous avons connus. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a su savoir quel est le problème de l'homme congolais. Quelle est la préoccupation de l'homme congolais? Qu'est-ce qu'il faut pour que la RDC puisse être un État fort, un État stable? Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, je sais effectivement, c'est un problème d'école quand on parle de la dictature, quand on parle de la démocratie, l'absence des partis politiques, l'absence des élections, l'absence de cela. Il y a tout un chapelet des éléments, des piliers sur lesquels on peut se baser pour devenir les régimes. Mais ici, je parle de ce qui a été mené par rapport à la RDC et par rapport à l'ensemble de la population congolaise. On venait de le dire ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que Mouzé Laurent Désiré Kabila a acheté des maisons à Bruxelles? Impossible. Est-ce que Mouzé a acheté des maisons aux États-Unis? Est-ce que Mouzé a acheté des maisons en Afrique du Sud? En tout cas, je sais que les Congolais sont des spécialistes dans les recherches, mais je n'ai jamais vu une image, je n'ai jamais vu une photo où on parle que cette maison, même au conditionnel, on l'attribuerait à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait le sens du respect des biens publics. Il savait que l'argent, la caisse de l'État, on n'y touche pas n'importe comment. Les détournements, les gabegies financières, où vous sentez des budgets, des dépassements budgétaires dans telle ou telle institution, ça, ce n'était pas de l'époque de Mouzé. Vous ne pourrez pas sentir ça. Mouzé avait le sens, comme je venais de le dire, de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'il savait respecter la personne dans son entièreté, dans son intégrité. Et Mouzé ne savait pas dire que non, celui-ci il est Mungala, celui-ci il est Mouswahili, celui-ci il est Mukongo, celui-ci il est Muluba. Il prenait l'ensemble de tous les Congolais comme un seul peuple, comme
une famille qui doit bénéficier, qui doit jouir des richesses du pays au même titre que tous les autres. Mzee Laurent Désiré Kabila, je venais de le dire encore, ou s'il faut insister, il avait l'essence de l'État. C'est-à-dire, c'était difficile quand Mzee Laurent Désiré Kabila donne un ordre, quand Mzee Laurent Désiré Kabila décide ce qui va se faire, qu'on puisse le défier. Et donc, il n'y a aucun ministre qui pouvait se prendre des marchés à l'encontre des principes édictés, des principes étatiques. Il n'y a aucun chef de corps qui pouvait se permettre de faire ce qu'il veut, de faire du tripatouillage, de se donner les prérogatives qui ne sont pas les siennes, ou d'empiéter sur les fonctions régaliennes du président de la République. Et ça, nous avons vu, on a senti qu'il y avait un État, il y avait l'autorité de l'État qui était établie sur l'ensemble du territoire, là où les gouvernements centraux, à l'époque, avaient le pouvoir d'influer avant que les rébellions ne puissent surgir, les rébellions d'IMLC, d'IRCD et finalement qui va se solder par KML, Mboussa et l'autre de Lumbala. Donc, Mzee Laurent Désiré Kabila, effectivement, il avait la notion, et ça on n'a jamais dit, de panafricaniste. Puisque quand on regarde Mzee par rapport à l'Occident, par rapport à tous les restes, il n'était pas trop branché, il ne voulait pas vraiment. Ce qui fait que quand il y a eu la guerre qui a surgi à l'est de la République démocratique du Congo, Mzee s'est retourné vers la SADC. Et vous avez vu comment est-ce que les chefs d'État n'ont pas hésité, parce qu'on avait confiance en lui. Mzee, c'était un homme de parole. Mzee, quand il donnait la parole, il la respectait. Mzee ne pouvait pas dire un aujourd'hui, demain il change. La preuve est que quand il disait non à l'Occident ou aux multinationales ou à ceci, cela, il respectait sa parole. Mzee ne pouvait pas te dire, comme Cosco vient de le dire, lui qui l'a côtoyé plusieurs fois, moi je te dis que j'ai eu l'occasion de le rencontrer directement comme ça 2 fois et une fois aussi dans un meeting. Mais il était un homme qui honorait bien sa parole. Et il savait ce qu'il voulait. Mzee n'était pas dans les tâtonnements. Mzee savait qu'il va d'abord restaurer l'autorité de l'État. Il va donner à manger au peuple congolais. Il va donner un salaire décent aux militaires. Il va entretenir les fonctionnaires de l'État. Il savait qu'il doit asseoir la souveraineté du pays. Donc il avait une vision claire qui était bien définie. Il savait qu'il faut parler de la bonne gouvernance. Il savait l'autre élément. Mzee n'était pas dans les termes m'échappent. Mzee n'était pas dans le favoritisme de sa famille. Jamais. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quel est le fils de Mzee à l'époque qui est impliqué dans des histoires de mines? Vous pouvez me dire qu'il y avait un fils de Mzee qui avait une mine telle part, qui était dans telle entreprise pétrolière, qui était dans tel business, qui était... Non, il n'y en avait pas. Donc, Mzee, comme Cosco vient de le dire, il savait que sa famille doit vivre Mais il cachait sa famille, il cachait sa femme. Oui, bien sûr. C'est ça l'essence d'un homme d'État qui accepte de servir la nation et de considérer sa famille au même titre que tous les autres membres de la communauté nationale. Et donc, vous ne pourriez pas voir la femme de Mzee Laurent Désiré Kabila en milieu public en train de recevoir. Non, donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui reflètent, qui rentrent dans l'éthique que Mzee Laurent Désiré Kabila obligé à sa famille. Mais ça, c'est une mentalité maquisarde, non? Le fait de trop cacher, alors qu'au nom de la modernité, il fallait aussi s'adapter à ça. Non, c'est-à-dire c'est un modèle, c'est une option qu'il faut prendre. Parce que, effectivement, si Mzee qui venait de prendre le pouvoir dans des conditions de guerre, de révolution, il ne respectait pas ce qu'il lui-même dénonçait, donc à ce moment, on allait facilement les repousser. Mais quand on a vu que Mzee dénonçait un certain nombre des antivaleurs, et quand il est arrivé lui-même, il ne s'est pas inscrit dans ce schéma-là des antivaleurs, comme on venait de le dire par rapport à tout ce qu'on a vécu de Mobutu, la dictature, le favoritisme, le tribalisme, la gabegie financière et tout ce qu'il y a eu comme antivaleurs. Mzee a tout fait pour éviter cela. Effectivement, l'élément sur lequel on peut être comme corde sensible, c'est ce que vous venez de dire, cette caricature de dire qu'il était dictateur, parce qu'il y a un certain nombre de thermomètres, un certain nombre de piliers sur lesquels on peut se baser. Est-ce qu'il y avait l'ouverture des partis politiques? Est-ce qu'il y avait des élections? Est-ce qu'il y avait ceci ou cela? Vous organisez des élections à main levée. Il organise, c'est ce que j'ai dit. Ça, lui, il était dans la démocratie populaire. Une démocratie directe qui n'est pas de la démocratie de la représentativité ou qui n'est pas de la démocratie indirecte. C'est-à-dire,
C'était ça sa vision. Et il savait que non, si je fais ça, est-ce que les Congolais étaient contents de ça? Je crois que partout où il passait, avant de prendre le pouvoir à Kinshasa, je viens de vous dire comment est-ce que le Sud Kivu l'a accompagné en donnant des enfants et tout ça par rapport aux cadres politico-militaires. Je me rappelle même qu'il y a certains de mes collègues qui ont quitté les mouvements associatifs au Sud Kivu, dans les Kojeski, dans la société civile, pour entrer dans le mouvement politico-militaire. Notamment, il y avait les Gilles Ziringabo, il y avait Basoubi, il y a autant de... Je ne me rappelle plus tellement des nombres, j'en profite pour les saluer. Donc, arrivé à Kindu, c'était la même chose, Kisangani, c'était la même chose, Lubumbashi n'en parle pas, jusqu'à ce qu'il va venir Kasai et jusqu'à ce qu'il prendra le pouvoir. Kinshasa, c'était la même chose avec le premier gouverneur de la ville qui était le gouverneur le mieux aimé également par rapport à l'ancrage qu'il y avait ici. Et il savait lire, il savait que non, la ville de Kinshasa, pour que vous puissiez vous faire porter par la population, il faut prendre un homme populaire, un natif de Kinshasa qui doit être à mesure de galvaniser et de savoir gérer. Donc, Mouzé avait cet acte-là, contrairement à une certaine opinion qui aujourd'hui, ça tombe comme ça, une certaine opinion qui aujourd'hui a épousé la thèse de ce qu'on disait que non, il y a par rapport au gouvernorat de la province, ici on veut chasser un gouverneur pour qu'il puisse être remplacé par d'autres personnes qui auront des accointances d'ordre sociologique. Pour moi, ce n'est pas ça, parce que moi, comme acteur de la société civile, je suis pour la légalité, la méritocratie. Mais il y a des gens qui ont d'autres lunettes, qui n'ont pas mes yeux et qui ont leur manière d'interpréter les choses. Et comme on dit généralement que les pouvoirs politiques ne résident pas dans la vérité, mais dans l'opinion. C'est ce qu'on est en train de vivre à Kinshasa. La vérité, c'est que le gouverneur Gentini Ngobila a été invalidé par la CENI. On lui a levé les immunités par le président de l'Assemblée provinciale. Il a été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Bon, quand vous prenez, c'est ça la vérité des faits. Ce n'est pas moi qui le dis, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la vérité de l'opinion devient quoi? La vérité de l'opinion, on dit que non, on prend le nom du président de la CENI, on va l'associer au nom du président de l'Assemblée provinciale. Le nom du président de l'Assemblée provinciale, on va l'associer au nom du vice-premier ministre et ça crée du boom. Ça devient de l'opinion. Non, ça c'est une déduction dangereuse. Hein. Non, ce n'est pas une déduction dangereuse. Je dis que c'est une opinion. C'est une opinion. Une opinion, voilà. Ce n'est pas mes lunettes. Moi, je suis dans la légalité. Je suis dans les faits vrais. Les faits, c'est ce que je viens de dire. Mais il y a cette opinion-là qui colle cela et finalement, l'opinion heurte la vérité et ça produit ce que ça doit produire. Effectivement. Alors Mouzé, lui, savait anticiper sur autant d'éléments pareils, ce qui fait que, durant son règne, vous avez vu quand même qu'il y a eu cette cohésion nationale au niveau de la population. Il y a eu des politiques, effectivement, c'est quand il a chassé. Et c'était ça l'essence de la souveraineté. Quand il a demandé aux armées étrangères de quitter le territoire congolais, qu'elles sont partis créer les RCD et les MLC de l'autre côté. Mais au-delà de cela, Mouzé avait déjà jeté les jalons pour bénéficier de la cohésion nationale afin de faire face aux armées étrangères. Et cette cohésion nationale, on ne peut l'obtenir que dans les dialogues. Et ce qui a fait que son successeur, quand il a pris le pouvoir, quand il a pris les rênes et les commandes du pouvoir, il a continué à persévérer, à perpétuer cette idée du dialogue qui a créé Sun City. Et maintenant, vous remarquerez, David, que dans l'histoire de ces pays, chaque fois que la RDC traverse des turbulences, le mécanisme qui a été une voie royale, ça a toujours été le dialogue. Ces mécanismes qu'on ne peut pas s'en passer. Que ce soit, même pour obtenir l'indépendance, on a fait le dialogue, la table ronde n'était autre que le dialogue. Quand il y a eu des problèmes avec la Constitution, quand il y a eu des problèmes avec la conférence nationale souveraine, c'était aussi un dialogue, c'était un forum, Sun City. Et donc, à un moment donné, si aujourd'hui, pour vous répondre directement à la question, qu'on peut tirer des leçons, il y a la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il est important de pouvoir solliciter la cohésion nationale, et je l'ai toujours dit. Je pense que les chefs de l'État, le président de la République, lorsque je considère, je révèle toujours ça, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, lorsque je considère toutes les énergies, toutes les manettes, toutes les forces, toute l'intelligence,
toute la sagesse que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait mise en place pour constituer l'union sacrée dans des concertations, dans des négociations, il faut parler ainsi pour écouter les Congolais. Je crois qu'il n'est toujours pas tard de pouvoir chercher cette cohésion interne, cette cohésion nationale pour pouvoir juguler, pour pouvoir faire face à des crises récurrentes internes et externes qui peuvent influer négativement sur la République démocratique du Congo. Comme pour le moment, nous avons besoin d'avoir l'intégrité territoriale. Nous avons besoin d'avoir l'accompagnement de toute la population dans ce qu'on fait. Nous avons besoin de vivre la démocratie au sens vrai du mot. Nous avons besoin de la considération de la dignité humaine. On n'a pas besoin de la répression, on n'a pas besoin des arrestations arbitraires, on n'a pas besoin de la multiplicité des services qui font des arrestations extrajudiciaires. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin des intimidations vis-à-vis de l'opposition. Vous venez de suivre ici comment est-ce que Etienne Tshisekedi Omulumba avait exprimé ses ambitions qu'il viendra, qu'il va postuler comme président de la République. Et donc, s'il y a un Congolais qui pense qu'il peut postuler comme président de la République, il postule et on doit éviter cette campagne de caricature, d'intimidation, comme on a vu fort heureusement que c'était un incident qu'il faut considérer comme un incident pas malheureux mais un dérapage. Comme on a vu qu'il y a eu des militaires qui sont partis chez Moïse Katumbi avec des blindés dans des conditions. Ça, on n'a pas besoin de ça. Pourtant, Moïse Katumbi lui-même, il a déjà accepté les résultats. Il avait dit que, parce que quand on regarde comment c'est que les choses se passent, on considère que finalement Moïse s'est rétracté et ils l'ont pacifié, qu'il n'a pas voulu aller au-delà. Mais quand on voit les militaires qu'on a envoyés chez lui, qui avait pris ce risque d'envoyer les militaires chez Moïse Katumbi pour aller l'intimider ou aller faire ce qui s'est passé là? Nous, comme acteurs de la société civile, on ne peut pas cautionner cela. On les dénonce pour l'intérêt du pays. Et même Salomon Kalonda qui est toujours souffrant et puis à l'hôpital. Oui, n'en parlons même pas de la situation de Salomon Kalonda qui est toujours souffrant, qui est à l'hôpital, qui demande d'être évacué à l'extérieur et pour lesquels et les médecins nationaux et les médecins accrédités, les médecins sous serment, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il faut les appeler. 19 médecins font un examen et trouvent qu'ils méritent d'être évacués à l'extérieur, mais pour des raisons qu'on ne sait pas de dire et qu'on ne comprend pas, on leur refuse des soins à l'extérieur, alors que des accusations qui pèsent sur lui sont des accusations graves. Il faut qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en bon état pour pouvoir se défendre et pour que finalement la population congolaise puisse être éclairée si réellement c'est un ennemi du Congo qui fait des alliances avec des rebelles ou comment. Et il ne peut se défendre que s'il est en bon état, s'il est en bonne santé. Et donc voilà autant d'éléments et surtout que nous avons déjà vu d'autres Congolais, dans les mêmes circonstances, être autorisés d'être évacués à l'extérieur du pays. Et donc, moi, David, vous me connaissez très bien, j'ai accepté de servir de conseiller gratuit de la République pour dire ceci marche, ceci ne marche pas, voici là où ça peut nous amener. Lorsque j'étais en train d'alerter sur la pantalonnade plutôt du processus électoral, personne ne me croyait, mais au finish, tout ce que je disais, ça a été vérifié en termes de bulletins de vote supplémentaires qu'on avait prévu, qu'on ne sait pas où est-ce que c'était plus de 10 millions de bulletins de vote qui étaient flottants, plus de 10 000 bureaux de vote qu'on ne savait pas retrouver. Je parlais que la CENI avait annoncé 73 000 bureaux de vote, mais en réalité, on devrait avoir 64 000 bureaux de vote. Et finalement, Denis Kadima, dans son discours, il va dire qu'on a compilé 63 000 bureaux de vote. Donc, on ne dit pas des choses pour le plaisir de les dire, mais c'est par souci, par devoir patriotique, par intérêt national que nous voulons voir la stabilité du pays, que nous voulons voir la démocratie évoluer et que nous voulons voir l'intégrité du territoire. Je pose la dernière question que vous allez répondre tous, monsieur Kosko ainsi que monsieur Dieudonné Mouchagalousa pour terminer. Alors, où est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila gêné jusqu'à être assassiné? Monsieur Kosko. Oui. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a gêné qui? Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il arrive à payer le prix de sa vie? Oui, ce sont les ennemis de la République. Les ennemis de la République qui ne voulaient pas avoir une grande personnalité comme Mouzé Laurent Désiré Kabila,
quelqu'un qui a mené la solution à manger à la population, quelqu'un qui pacifiait son pays, quelqu'un qui constituait l'armée, quelqu'un qui s'appuyait aux vaillants combattants, quelqu'un qui avait une grande vision de son pays. Nous savons que le partenaire n'aime pas voir le Grand Congo démarrer. Le réveil des Grands Congo pour les autres, ça fait mal. Et pourtant, vu les terres arables que nous avons, comment on peut amener du riz, les haricots, vu les lacs que nous avons, les lacs Tanganyika, les lacs Édouard, toutes les rivières de la RDC, les lacs les plus poissonneux du monde, les lacs Tanganyika. On est tenté de ramener l'impiodi et autre chose. Vu la qualité du sol, les herbes que nous avons, au nord Kivu et au sud Kivu, ramener la viande de bœuf à l'extérieur. Mais lui, dans sa vision, il était la solution de la RDC. Pas seulement la solution de la RDC, la solution de l'Afrique centrale. Alors, ça n'était pas facile. Moi, je me rappelle, quand Joseph Kabila est entré au pouvoir, je me rappelle, il y a certains partenaires de la RDC qui l'ont demandé de ne pas relancer le service national. Il dit que le service national est la solution de la RDC, mais ça fait mal aux partenaires qui investissent en RDC. Le service national était la solution, avait pris l'ampleur, un élan pour le reste de la RDC. Mais aujourd'hui, avec le service national, ce n'est pas cette production d'aujourd'hui qui était la production sous règne de Mzee. Et Mzee, il donnait peu de moyens. Il donnait peu de moyens, mais avec une grande production. Mais aujourd'hui, l'État congolais investit beaucoup de moyens et produit peu par rapport au fonds qu'on est en train d'investir. Donc, la politique d'Mzee de redonner la RDC sa place, c'est ce qui a fait mal aux autres. Aux multinationales, il dit que la richesse des Congolais, avant tout, sera bénéficiaire aux Congolais. Nous allons relancer notre économie, le bien-être des Congolais par rapport à ce que nous avons comme richesse. Alors, avec ça, les autres n'ont pas accepté. N'ont pas accepté, et voilà pourquoi on l'a assassiné. Et aujourd'hui, l'histoire donne raison à Mzee que, bien sûr, on l'a assassiné, mais aujourd'hui il est vivant. Il est vivant puisque tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un prophète pour nous. C'est un prophète pour nous. Et la RDC ne manquera jamais de chanter le nom de Mzee. Il sera à jamais oublié dans notre pays. Il incarne la vision, il incarne toute une école de nationalisme, une école de patriotisme, une école. Donc il incarne toutes les valeurs républicaines. En lui, nous rendons hommage et nous disons plus jamais ce qui est arrivé à Mzee, que ça puisse arriver à notre chef d'État congolais. Nous disons plus jamais, au nom du patriotisme, au nom de l'amour de notre pays, plus jamais ce qui est arrivé à Mzee puisse arriver à notre chef d'État congolais. Voilà un peu ce que nous pouvons. Merci beaucoup, M. Kosko. Alors, M. Mouchagaloucha, la même question, la toute dernière d'ailleurs.
Bon, je pense que mon frère Kosko, c'est comme si on a fait une communion d'esprit. Effectivement, ce qui est arrivé à M. Laurent Désiré Kabila, il faut le déplorer, il faut le condamner, il faut le dénoncer et il faut en profiter pour conscientiser l'ensemble de la population congolaise pour effectivement ce qui lui est arrivé n'arrive plus jamais à un seul Congolais de ce pays. Non seulement au président de la République, mais à chaque citoyen congolais c'est un assassinat odié, quelqu'un en fonction. Donc, surtout le président de la République, comme je venais de le dire, nous comme acteurs de la société civile et personnellement comme légalistes, nous savons la valeur d'un chef de l'État. Nous savons la première institution d'une république ou de chaque pays, ce que ça représente. Donc, plus jamais des choses pareilles, de vouloir créer les vides au sommet de l'État, ça a beaucoup toujours de répercussions négatives qu'il ne faut jamais souhaiter. Ça, je suis clair pour ce point-là et j'aimerais que ceux qui me suivent puissent les retenir. Mais au-delà de ça, il y a un grand esprit, un défenseur de la population, un homme qui porte des valeurs, un homme qui accepte de porter les fardeaux des autres. Quand on l'assassine, on le rend vivant. Et donc, je pense, pour moi, Musée aujourd'hui est vivant plus que mort. Et c'est là où je vais parler de quelqu'un, à l'époque de Mobutu, la période la plus forte de la dictature, Mungulu Diaka avait dit ceci, que si il sera dangereux mort que vivant. À ce moment, Mobutu le traquait et tout, et il fait une conférence de presse parce que les dictateurs, généralement, ils n'aiment pas avoir un autre son de cloche. Ils aiment toujours qu'on puisse le caresser dans le sens des poils au lieu de le dire la vérité. Et c'était le cas de Mobutu, qui voulait qu'on puisse chanter pour lui Mobutu Oye, Mobutu Oye. Il ne voulait que seulement les notes de Mobutu, de Mobutu. Et quand vous voyez un chef d'État qui commence à vouloir qu'on chante son nom partout, il faut savoir qu'il est en train d'aller vers la dictature. Ça, c'est scientifique. Je parle d'un élément vérifiable sur lequel, parmi les paramètres, pour jauger si vous êtes devant un régime dictatorial ou une personne qui va dans la dictature. Quand vous remarquez quelqu'un qui veut déjà qu'on puisse lui faire des cultes de personnalité, qu'on puisse chanter son nom partout, il faut savoir qu'il est sur le chemin de la dictature. Il faut avoir le courage de dénoncer et d'avertir bien avant. Ce qui était le cas de Mobutu. Mais Mungulu Diaka avait dit ceci, que si on les tue, on va les rendre dangereux plus que vivants. Effectivement, Mungulu Diaka, il était très populaire à Kinshasa, il avait des adeptes, et je crois que Mobutu avait reculé par rapport à ça, ce qui fait que plus tard, ils vont négocier avec lui pour le nommer gouverneur et tout ça. Donc, si je fais cette anecdote, c'est pour dire que les hommes qui portent des valeurs, les hommes qui acceptent de se sacrifier pour les autres, les hommes qui décident de défendre les droits humains, les hommes qui décident de rappeler les principes de la démocratie, les hommes qui s'inscrivent dans la bonne gouvernance, les hommes qui s'inscrivent à donner des alertes, des orientations, il faut les écouter. Puisque quand vous les malmenez, quand vous les décidez de les réduire au silence, ils deviennent vivants et deviennent plus dangereux parce que vous allez les porter comme épines. Et donc, je ne pense pas que celui qui a tué M. Laurent Désiré Kabila, il est fier. Donc, s'il est encore vivant, puisque ces chapitres, je ne peux pas entrer parce que je ne sais pas comment les enquêtes ont été menées. Mais il faut éviter de servir des mèches, il faut éviter de servir d'un bras séquilier des forces obscures. Ce qui fait que M. l'a tué parce qu'il veillait sur les intérêts en premier lieu sur la République démocratique du Congo, sur les intérêts du pays, et les forces obscures, évidemment, qui seraient utilisées ou qui seraient commanditées par des multinationales, par des intérêts autres que les intérêts du pays, ils ont utilisé des mains noires pour pouvoir atteindre M. Laurent Désiré Kabila en les tuant, croyant qu'en les tuant, on va tuer son idéologie. Non. Par contre, en tuant M. Laurent Désiré Kabila, on ne l'a pas physiquement, on ne le voit pas, mais ses idées, ses idéologies, sa vision continue à illuminer sur l'ensemble de ce que les patriotes, ceux qui aiment le pays, peuvent dire de lui. Et donc, voilà ce que je peux dire. Donc, les grands esprits, cherchant à les rendre au silence, ils vivent plus que... ils vivent dans les esprits plus que vivants. Effectivement. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci, vous avez été très nombreux à suivre ce plateau spécial Musée Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila a évité la somalisation de la RDC. Ça, c'est M. Kosko qui l'a dit. Musée Laurent Désiré Kabila, c'est un homme qui a milité pour certainement l'indépendance de la RDC. Ça,
c'est M. Dieudonné Mouchagaloucha. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est un homme qu'il faut protéger. Ça, c'est de la part de Carlos Moupili. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50, la chaîne qui vous accompagne dans toutes vos activités. C'est tout de suite.